Je vous propose qu'on passe à notre premier temps de conférence, donc avec le docteur Jean-François Buick. Je vous invite à vous mettre au milieu pour que le professeur Alla, qui est connecté en visio, puisse vous voir. Donc, docteur Buick, vous êtes médecin de santé publique, vous êtes le directeur de l'Observatoire régional des Pays de la Loire, l'Observatoire régional de santé des Pays de la Loire, et vous êtes également membre effectivement de la conférence régionale de santé et de l'autonomie des Pays de la Loire. Et donc vous allez nous parler dans un premier temps des enjeux du territoire. Donc ça c'est un point important parce que ça a constitué vraiment le point d'entrée de notre réflexion. C'est finalement quels sont les enjeux de notre territoire, et de notre territoire c'est dans le Maine-et-Loire, c'est-à-dire que les données que vous allez nous présenter ne sont pas régionales mais elles sont bien départementales. Et finalement, pour une question fondamentale, c'est quels sont les besoins de notre population? À quoi devons-nous répondre en fait? Donc je vous laisse la parole et il y aura bien sûr un temps de questions et d'échanges à l'issue de cette présentation. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette sollicitation et d'avoir invité l'ORS à venir présenter ses travaux. Donc, merci à l'ensemble des organisateurs et notamment à Céline Schnebelen et Accentis pour l'organisation des temps préparatoires à cette conférence. Donc je vais essayer de vous synthétiser dans une demi-heure tout ce qu'on pourrait dire sur les enjeux de santé dans le département. Alors en une demi-heure c'est très court, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter, il va sans doute y avoir quelques petits oublis, quelques petites ellipses et pardonnez-moi si j'évoque pas certains des enjeux qui vous concernent, certains plus particulièrement. Pour autant, voilà, je vais essayer de vous décrire quand même l'essentiel des enjeux dont on dispose à l'ORS. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur des travaux qu'on a menés à l'ORS au cours des dernières années, et puis aussi sur des exploitations de données qu'on a menées spécifiquement pour cette journée, et des exploitations qu'on mène aussi à l'occasion de travaux qu'on réalise à la demande de l'ARS dans le cadre de la construction du projet régional de santé qui croisait bien justement avec vos attentes. Donc on y va. Si ça marche. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je... Elle ne marche pas? Ah là, elle n'est pas allumée? Oui, elle n'est pas allumée. Ah, c'est bon. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Je vais juste... ouais, je veux bien. Donc, diapo suivante, merci. Donc, ce dont je vais vous parler un peu, c'est d'un diagnostic territorial qu'on a essayé de mener à l'échelle du département. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique un petit peu la démarche de ce diagnostic territorial. Déjà, il a fallu se mettre d'accord sur les thématiques qu'on allait traiter. En général, quand on fait un diagnostic de santé, on essaie d'avoir une vue très globale au début, et puis ensuite, on va rentrer spécifiquement sur certains enjeux. Donc là, je vais vous présenter quelques thématiques, enfin une vue d'ensemble, et ensuite une présentation de quelques thématiques prévention déjà identifiées avec le comité de pilotage de cette journée, dans l'idée d'avoir une double approche, à la fois état de santé et déterminants de santé, et notamment déterminants de santé ciblés sur les thématiques des ateliers qui auront lieu cet après-midi. Pour faire ce type de diagnostic, il faut s'appuyer sur des données qu'on essaie d'être les plus représentatives possibles du territoire. Donc pour ce faire, on va s'appuyer, c'est ce qui est écrit en haut à gauche, soit sur des données exhaustives en population, notamment les données qu'on manipule quotidiennement à l'ORS à partir de bases médico-administratives, le SNDS, les données de mortalité de cause de décès du CEPIDC, et sinon des données d'enquête auprès d'échantillons représentatifs de la population du département si possible. Et donc pour ce faire, on prend appui sur des accès permanents dont on dispose à l'ORS, à des portails de données sécurisés, on fait appel à des partenariats avec de nombreux producteurs de données, notamment sur les données que je vais vous présenter, les données de dépistage des cancers du CRCDC et les données d'enquête de Santé publique France. Et on s'appuie aussi beaucoup sur de l'open data, avec des données qui sont de plus en plus disponibles et mises à disposition à tout un chacun.
Pour analyser ces données, on va utiliser différentes méthodes qu'on manipule depuis des années à l'ORS. L'idée générale, c'est de croiser toutes les sources de données, les indicateurs, pour essayer d'apporter des résultats, voir ce qui converge et apporter des résultats les plus robustes possibles, les plus conforts possibles. Et donc, on va apporter ainsi les principaux points de repère sur la santé des habitants. L'approche générale, c'est de comparer le territoire, ici le Maine-et-Loire, à d'autres départements, à la moyenne régionale, à la moyenne nationale, et suivre des évolutions. Et pour faire ce genre de choses-là, on va s'appuyer sur des méthodes de standardisation qui vont permettre de rendre les choses comparables entre territoires et dans le temps. Et enfin, les modalités de restitution. Les modalités de restitution, donc c'est une restitution centrée sur des données qui sont départementales. Alors parfois vous allez voir des données régionales. On n'a pas d'autre choix que vous présenter des éléments de contexte régional parce qu'on ne dispose pas de l'information départementale. Et donc c'est une restitution aussi qui a visée pédagogique et participative, d'où ce diaporama, cette séance de présentation. Et puis si vous avez des questions, je vais tâcher d'y répondre. Donc on y va sur les résultats de ce diagnostic. Vous voyez un petit peu les différentes parties qui vont être abordées. Une vue d'ensemble avec des indicateurs assez généraux d'espérance de vie, de mortalité. Un focus tout particulier sur la santé mentale parce que vous vous en doutez, des choses ont pas mal bougé, notamment ces dernières années. Un focus aussi plus dans une approche déterminante de santé autour du recours au dépistage des cancers et à la vaccination. Un focus sur les comportements, les habitudes de vie, les consommations notamment d'alcool, de tabac et de cannabis. Des éléments sur l'activité physique et l'alimentation, le statut pondéral, et puis bien sûr parler un petit peu de la question des inégalités sociales de santé, et là par une illustration qui sont les fragilités sociales. Et je reviendrai en toute fin sur les grands enjeux qu'on identifie à partir de tout ça. Donc s'agissant de la vue d'ensemble de la santé de la population, on commence souvent dans nos diagnostics par des données d'espérance de vie. Voilà, c'est un indicateur de cadrage assez général qui donne déjà quelques clés de compréhension de la santé sur un territoire et d'évolution de l'état de santé sur un territoire. Bon, clairement, cette espérance de vie a fortement augmenté au cours des dernières décennies, en lien avec la diminution de la mortalité générale, toute cause. Je reviendrai plus particulièrement sur certaines causes un peu plus tard, et notamment une diminution de la mortalité aux âges élevés. Par contre, c'est une progression, et vous le voyez un petit peu sur le graphique, une progression qui s'est atténuée, qui a ralenti au cours des dernières années, notamment depuis les années 2010. Malgré tout, donc l'espérance de vie reste, et notamment en Maine-et-Loire, reste élevée et supérieure à la moyenne nationale, avec une espérance de vie qui est supérieure de 1,1 an à la moyenne nationale chez les hommes et 0,8 ans chez les femmes. Mais vous voyez cette diminution, alors il y a quelques chiffres qui n'apparaissent pas, mais sur les 10 dernières années, cette espérance de vie a moins progressé que ce n'a été le cas au cours des années précédentes. En miroir de cette évolution d'espérance de vie, on a une baisse marquée de la mortalité générale et de la mortalité prématurée. Donc mortalité qui survient, on a pris un cut-off à 65 ans. Et donc cette mortalité, cette baisse qui s'est nettement atténuée au cours des 10 dernières années et dès avant tout ce qu'on a connu avec la crise Covid-19. Et donc on a observé aussi un avantage départemental qui a eu tendance à se réduire par rapport à la moyenne nationale. C'est-à-dire que, et on le voit un petit peu sur les graphiques, notamment celui de la mortalité prématurée, vous voyez que chez les femmes, cette mortalité prématurée a diminué. Globalement, depuis le début des années 2000, elle a diminué de 16%, mais depuis les années 2010, elle a tendance à ne pas diminuer. Chez les hommes, c'est intervenu un peu plus tardivement, mais vous voyez quand même que cette mortalité prématurée ne diminue plus tant, contrairement à une tendance en France métropolitaine où on observe encore une certaine diminution, et donc l'écart se réduit automatiquement entre la France métropolitaine et le Maine-et-Loire. Donc c'est un des premiers constats, et j'y reviendrai à la toute fin, concernant le Maine-et-Loire. Il y a plutôt un avantage régional, une santé qui est meilleure, mais un écart qui se réduit par rapport à ce qu'on observe au moyenne au plan national. Si on va un peu plus finement dans les explications, dans les causes de décès, donc dans le Maine-et-Loire, on a environ 7000 décès par an, moitié d'hommes, moitié de femmes. Les principales causes de décès, vous les connaissez très bien, ce sont les cancers, les maladies cardiovasculaires,
Interviennent ensuite les maladies respiratoires, les morts violentes, notamment. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en termes de décès prématurés. Et donc les décès qui surviennent là avec un cut-off à 65 ans. Donc 770 hommes, 360 femmes concernées en moyenne chaque année dans le département. Avec un élément important que vous devez connaître sans doute, mais qui est que cette mortalité prématurée est particulièrement importante chez les hommes, puisque 22%, plus d'un décès sur 5 chez les hommes est prématuré, contre 1 sur 10 chez les femmes. Les causes de décès prématurés sont en lien avec la définition, avec des éléments d'épidémiologie, mais concernent essentiellement les cancers, ainsi que les morts violentes et les maladies cardiovasculaires, ainsi que les pathologies liées à l'alcool. On peut creuser un peu plus en regardant les décès qui sont considérés évitables par la prévention. Donc parmi les décès avant de 65 ans, on a un chiffre quand même majeur, important, qui est que quasiment la moitié des décès survenant avant 65 ans sont évitables par la prévention, ce qui constitue quand même plus de 500 décès chaque année dans le département. Vous avez ici quelques tendances évolutives. Alors je suis désolé, c'est un peu coupé par la vidéo, mais sur l'évolution des principales causes de décès au cours des dernières années. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution de la mortalité qui s'est atténuée, voire stoppée pour les principales causes de décès. Vous le voyez par exemple pour les maladies cardiovasculaires, il y a une atténuation, un petit atterrissage chez les hommes comme chez les femmes. La mortalité par cancer, vous avez aussi notamment chez les hommes quelque chose qui s'est stoppé. Concernant les maladies respiratoires, là, on est même plutôt dans une tendance à l'augmentation des décès chez les hommes comme chez les femmes. Et chez les morts violentes, concernant les morts violentes, il y a une tendance à la réaugmentation. Donc voilà, des indicateurs, quand même des points d'alerte qu'on observe depuis un certain nombre d'années dans le département, mais qui s'inscrit dans un contexte plus général et national d'évolution plutôt dans les mêmes tendances. Voilà, là je vous ai parlé de la mortalité, là je vais enclencher plus particulièrement sur les maladies chroniques. Avant de rentrer dans le détail des maladies chroniques et du poids de ces prises en charge sur le système de santé, quelques éléments que vous connaissez bien, mais bon, c'est important de replacer ce contexte-là, c'est la question du vieillissement de la population. En 2019, selon les données du recensement, on a 160 000 personnes âgées de 65 ans et plus, un indice de vieillissement qui a fortement progressé dans le département, qui est passé de 62 personnes âgées pour 100 jeunes à 76 en 2019. C'est un indice de vieillissement qui est globalement inférieur à ce qu'on observe en moyenne au plan national, donc une population départementale qui est un peu plus jeune, mais qui fait face à un vieillissement important de sa population. On peut s'attendre à l'horizon 2030 à avoir 200 000 personnes âgées de 65 ans et plus dans le département. En 2040, 230 000, selon les projections de l'INSEE. Vous voyez notamment une progression très importante là sur ces classes d'âge allant de 50 à 70 ans, avec une part plus importante chez les hommes comme chez les femmes. Et donc ça, automatiquement, ça a une répercussion importante sur la fréquence des maladies chroniques et sur le poids croissant des maladies chroniques. Au jour d'aujourd'hui, actuellement, on peut considérer qu'environ un quart des hommes du département sont concernés par la prise en charge d'une maladie chronique, une femme sur 5, 20%. Ce sont des taux qui augmentent très fortement avec l'âge, bien sûr. Là, vous avez en haut à droite l'évolution de la part de la population prise en charge pour une maladie chronique en fonction de l'âge, chez les hommes comme chez les femmes. Et notamment concernant la polypathologie aussi, donc le fait d'avoir plusieurs maladies chroniques, qui est une situation qui augmente très fortement dans le département. Et actuellement, on a environ un tiers des personnes qui bénéficient, qui sont dans le cadre de cette situation de polypathologie. On a dans le Maine-et-Loire une situation qui est plutôt favorable par rapport à ce qu'on observe en moyenne au plan national. Chez les hommes comme chez les femmes, ce sont les courbes que vous voyez en bas à droite, avec des taux qui augmentent, mais comme en France, mais avec 2-3 points de décalage. Les maladies chroniques les plus fréquentes, vous les connaissez, mais je les rappelle. Donc, au premier rang, ce sont les maladies cardio-neurovasculaires,
7% environ des habitants du Maine-et-Loire sont pris en charge en 2020 pour ce type de pathologie. Et en plus de ça, 13% ont un traitement du risque vasculaire hors maladie cardiovasculaire. Viennent ensuite le diabète, les cancers, les maladies respiratoires, les affections psychiatriques et les maladies neurodégénératives. Vous voyez que globalement, pour chacun de ces taux, ce sont des taux bruts ici, on a une fréquence qui est un peu moins élevée dans le département par rapport à ce qu'on observe au plan national. Donc encore une fois, une situation plutôt privilégiée. Quand on regarde les tendances évolutives sur ces maladies chroniques, on observe qu'elles ont, en tout cas, elles ne diminuent pas. Donc, ce sont des taux standardisés là. Donc, on gomme, on efface les effets liés à l'évolution de la structure par âge de la population, au vieillissement de la population. Et malgré cela, on observe quand même une tendance à l'augmentation des taux de prise en charge, de population prise en charge pour des maladies chroniques dans le Maine-et-Loire comme en France métropolitaine. Donc, ce sont des évolutions qui ne sont pas majeures, énormes pour chacune des pathologies, mais quand on rapporte au volume de patients, de personnes concernées, et quand on cumule chacune de ces évolutions, là on commence à avoir quand même des évolutions qui sont très importantes. Voilà pour ce paysage un peu global sur la mortalité et la morbidité. Je souhaitais dans un second temps intervenir un peu plus particulièrement sur la santé mentale, en abordant des questions de qu'est-ce qu'on doit faire en matière de détresse psychologique, d'affection psychiatrique, de consommation de psychotropes, de suicide. C'est une problématique qui est majeure partout en France, bien sûr, et ça l'est également dans le Maine-et-Loire. On estime qu'environ un peu plus d'un habitant sur 10 est pris en charge pour des troubles liés à la santé mentale, donc en s'appuyant sur des algorithmes qui sont construits par l'assurance maladie. Cela correspond à environ 91 000 habitants dans le département. Donc 3,3%, ces 91 000 correspondent à 3,3% de la population qui a une affection psychiatrique caractérisée. Et à côté de ça, presque 8% font l'objet d'un traitement régulier par psychotrope. Ce sont des taux qui sont encore une fois inférieurs à la moyenne nationale, mais pour les affections psychiatriques caractérisées, elles ont tendance à augmenter. Pour les traitements par psychotrope, elles avaient tendance à diminuer sur les dernières années, notamment entre 2015 et 2019. Et il y a à nouveau une ascension de ces taux de personnes qui font l'objet de traitements par psychotrope. S'agissant justement de ces traitements par psychotrope, ce sont des taux qui évoluent très fortement avec l'âge et qui augmentent très fortement avec l'âge, chez les femmes comme chez les hommes, plus particulièrement chez les femmes. Vous avez les courbes en gris, ce sont les courbes nationales, et les courbes en couleur, les courbes observées dans le Maine-et-Loire. Vous voyez que les courbes dans le Maine-et-Loire sont globalement un peu inférieures à ce qu'on observe au plan national, mais avec des tendances qui sont les mêmes, et notamment un chiffre important qui est qu'à partir de 65 ans, donc chez les personnes âgées, une personne sur 5 bénéficie d'un traitement régulier par psychotrope. Au sein de ces psychotropes, la majorité des traitements donnés correspondent à des antidépresseurs et des anxiolytiques. À côté de ces données de prise en charge, c'est important de regarder un peu ce que nous dit la population par rapport à sa santé mentale. Et donc là, c'est tout l'intérêt des données d'enquête, c'est notamment celle du baromètre de Santé publique France, qui permettent de disposer d'une vision un petit peu de la santé mentale, de la souffrance psychique de la population. Ce qu'on observe, là, je voudrais faire un focus plus particulier sur la question de la santé mentale des jeunes, parce que ce sont des tendances qui sont majeures, qui sont fortes, qu'on observe au plan régional. Là, on ne peut pas descendre en infra-régional, malheureusement, mais on est sur les mêmes tendances, et sans doute dans le Maine-et-Loire, donc qu'au plan régional et national, avec une augmentation de la part des personnes âgées de 18 à 75 ans qui déclarent avoir un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois. Et notamment, cette fréquence est importante chez les 18-34 ans. Si on revient à nouveau sur la question du recours aux psychotropes, on voit que le taux de ligériens concernés s'élève à 11% en 2022. C'est un taux qui connaît une forte progression parmi les jeunes, et notamment les moins de 25 ans. Et c'est une progression qui concerne les garçons comme les filles, mais qui est nettement plus marquée. Là, ça ne se voit pas, je suis désolé, sur ces barres-là, mais qui est particulièrement marquée chez les filles.
On peut continuer de creuser ces aspects-là, et notamment pour ce qui est des tentatives de suicide. Une tendance majeure qu'on a observée au cours entre 2019 et 2021, c'est l'augmentation très importante des hospitalisations pour tentatives de suicide chez les adolescentes et les jeunes femmes. Vous avez les courbes en couleur, qui correspondent à ce qu'on observe en 2021 et les courbes grises qui correspondent à ce qu'on observe en 2019 chez les femmes et chez les hommes. Vous voyez que ces courbes se superposent pas mal, sauf pour ce qui est des femmes jeunes, notamment des filles, des adolescentes de 12 à 17 ans, avec une augmentation très marquée du taux de filles hospitalisées pour tentative de suicide entre 2019 et 2021. Et quand on s'intéresse à la mortalité par suicide, cette fois-ci, on a une tendance assez forte depuis quelques décennies, qui a un recul de la mortalité par suicide, qu'on observe dans le Maine-et-Loire comme au plan national. Toutefois, dans un contexte régional qui est déjà bien connu de surmortalité par suicide, on observe cette surmortalité dans le Maine-et-Loire, qu'on estime à plus 37% par rapport à la moyenne nationale en 2015-2017, et sur les dernières données que le CEPIDC a mis à disposition, donc qui concernent que l'année 2020, on est sur une surmortalité de plus 22% par rapport à la moyenne nationale. Donc le Maine-et-Loire, vous le voyez, chacun des départements, quand on creuse un peu en infradépartemental, chacun des territoires est concerné par cette surmortalité de manière plus ou moins marquée. Vous voyez que d'autres départements sont quand même concernés par une surmortalité encore plus importante. Je pense notamment à la situation de la Sarthe qui est particulièrement défavorable. Voilà pour ce focus sur la santé mentale. J'y reviendrai un tout petit peu à la fin sur les enjeux qu'on identifie. Là, je souhaitais basculer un petit peu plus sur des éléments relatifs aux déterminants de santé, et notamment la question du recours au dépistage des cancers et le recours à la vaccination. Le contexte national, il est celui, pour ce qui est du dépistage des cancers, à une érosion de la participation au dépistage organisé des cancers. Et malgré un positionnement régional qui est très favorable, là on l'observe pour ce qui est du dépistage organisé des cancers du sein. La courbe en noir, c'est la courbe des taux de participation concernant la région Pays de la Loire. Vous voyez qu'elle est la plus élevée, elle a notamment été la plus élevée sur une bonne partie des années depuis le milieu des années 2000. Mais vous voyez qu'il y a une tendance à l'érosion. Il y a une forte chute en 2020, sur 2019-2020, vous vous doutez un petit peu pourquoi. Un léger rebond derrière, mais tout de même, on observe quand même une tendance assez lourde, et donc on s'éloigne encore de plus en plus des objectifs fixés. L'objectif n'est même pas sur cette échelle, hein. L'objectif pour le cancer du sein est de 70%, donc on en est quand même assez loin. Donc là, ce sont des tendances régionales. Si on regarde plus particulièrement ce qui se passe dans le Maine-et-Loire, vous êtes un des départements pour lesquels la situation est plutôt favorable par rapport à d'autres départements de la région, avec un taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal qui n'était pas majeur, 40%, de l'ordre de 40%, mais qui reste supérieur à la moyenne régionale. Un taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein, là aussi qui n'est pas majeur, qui a bien remonté en 2021-2022, et qui est quand même assez nettement supérieur à la moyenne régionale. Et puis, si on s'intéresse plus particulièrement à la couverture du dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes de 25 à 65 ans, on est sur un positionnement qui est plutôt favorable au plan régional. Et sur les dernières données dont on dispose, le Maine-et-Loire est un petit peu en dessous de la moyenne régionale, mais avec une différence qui n'est pas si importante. Quand on creuse un peu plus en infradépartemental, cette situation favorable, on l'observe pour la plupart des territoires infradépartementaux. Et là, le découpage, c'est le découpage des EPCI, des regroupements de communes. Vous voyez que pour le dépistage du cancer du sein, on est dans un positionnement... voilà, ce sont des choix, des seuils qui sont définis un peu arbitrairement, mais donc un positionnement qui est plutôt favorable. Pour ce qui est du cancer colorectal, on a quelques territoires, notamment l'est du Maine-et-Loire et le nord-ouest, qui sont dans une situation un peu moins favorable, mais globalement, la situation est plutôt favorable, encore une fois, par rapport à d'autres territoires
du département. Et aussi, encore une fois, on est quand même encore loin des objectifs visés. Si on regarde plus particulièrement les questions de vaccination, on a un faisceau d'indicateurs, encore une fois, plutôt qui laisse entendre qu'il y a une bonne adhésion, en tout cas une meilleure adhésion de la population du département aux vaccinations recommandées, notamment celles relatives à l'HPV. Là, l'idée, c'est de regarder, c'est Santé publique France qui met à disposition ces données-là, la couverture, donc le fait que pour les filles d'avoir 2 doses de vaccination HPV à 16 ans. Vous voyez que c'est un taux qui est en augmentation constante dans le Maine-et-Loire comme en Pays de la Loire et comme en France, qui est passé de 26% à 38%, à 55%. On espère dans les prochaines années atteindre cet objectif des 80%. Chez les garçons, donc le remboursement est intervenu plus tard, mais donc on débute là, mais on est à 13%, donc une situation, si on se compare à d'autres territoires, qui est quand même plutôt favorable en Pays de la Loire. Et vous avez dans ce graphique-là qui est mis à disposition par Santé publique France le fait que le Maine-et-Loire est le 4e département qui présente la couverture pour le vaccin HPV chez les garçons la plus élevée. Derrière, la Loire-Atlantique, la Meurthe-et-Moselle et la Seine-Maritime. Voilà. Sur une autre thématique, si on s'intéresse à d'autres vaccinations, et notamment celle de la grippe saisonnière chez les 65 ans et plus, vaccination recommandée, fortement recommandée, on observe des taux qui sont plutôt meilleurs dans le Maine-et-Loire qu'en moyenne au plan régional, et qui ont monté, qui ont augmenté à l'occasion à partir de 2020, dans le contexte que vous connaissez, et qui sont supérieurs à la moyenne nationale. Voilà pour ce pan un peu dépistage cancer vaccination. Alors, dans les 3 parties suivantes, enfin surtout les 2 parties suivantes, je souhaitais vous donner quelques éléments sur certains autres déterminants de santé, avec la problématique qui est celle de le fait de ne pas avoir forcément de données départementales à vous présenter. Puisque pour présenter un peu des éléments d'état des lieux, ça s'appuie sur des données d'enquête, et ces enquêtes ne sont pas disponibles ou très peu disponibles à l'échelle départementale. En tout cas, au plan régional, on a, concernant la consommation d'alcool, des niveaux de consommation qui, malgré un recul qui est observé au plan régional comme au plan national, qui reste élevé, notamment chez les hommes. On a quand même un marqueur important qui est que 30% de la population des adultes de 18-75 ans ont une consommation d'alcool qui est supérieure aux repères visant à limiter les risques pour la santé. Donc pour rappel, pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. En 2018, on a quelques données concernant les jeunes, ce sont les données de l'enquête en classe, et qui montrent qu'une majorité des garçons et des filles au collège ont déjà consommé de l'alcool au cours de leur vie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces chiffres pour laisser un petit peu de temps quand même, et pas trop déborder. S'agissant du tabagisme, au plan régional, on a une situation qui est globalement favorable. En 2021, les proportions de fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans et les proportions de fumeuses au 3e trimestre de grossesse sont inférieures aux moyennes nationales. Elles poursuivent, elles sont en recul. Vous avez les dernières données qu'on a publiées récemment qui s'appuient sur l'enquête du baromètre de Santé publique France qui montre ce recul du tabagisme quotidien dans la région comme en France. Et un recul aussi du tabagisme chez les femmes enceintes. Au plan départemental, on a quelques données dont on dispose par l'enquête EPICOV, une enquête qui a été menée par l'INSERM et l'adresse. Dans le cadre d'un des volets de cette enquête, il a été posé des questions sur le tabagisme quotidien chez les 15 ans et plus. On ne voit pas de différence majeure entre ce qui se passe dans le Maine-et-Loire et dans les autres départements, sachant que ce sont des données interprétées avec précaution, puisque ce n'était pas véritablement l'objet initial de l'enquête. S'agissant du tabagisme, on est encore une fois sur des données régionales, on n'observe pas de différence majeure et significative entre ce qui se passe dans la région et ce qui se passe en moyenne au plan national, que ce soit en matière d'expérimentation, d'usage plus régulier, voire d'usage quotidien. L'expérimentation est certes en progression.
Vous avez les courbes bleues en bas à gauche qui montrent cette augmentation d'expérimentation dans les Pays de la Loire et qu'on observe aussi un peu en France. Par contre, pour ce qui est des usages réguliers et quotidiens, on est plutôt dans une tendance à la diminution. Ça, ce sont les derniers constats d'une étude de l'OFDT. Et des usages quotidiens qui tendent à diminuer, en particulier chez les jeunes adultes, au plan national. S'agissant de l'activité physique et de l'alimentation, là, et du statut pondéral. Alors, activité physique et alimentation, on est encore plus limité pour disposer de données. On n'a pas énormément de choses à creuser, en tout cas, qui soient représentatives à l'échelle départementale. Donc, encore une fois, c'est plutôt de la donnée régionale. Et on s'appuie sur des données du baromètre de Santé publique France, avec des constats qui sont que chez les adultes ligériens, on est dans des proportions de ligériens qui pratiquent tous les jours ou presque une activité physique qui est globalement identique à ce qu'on observe au plan national. Et c'est à peu près la même chose pour ce qui est de la pratique d'une activité sportive, au moins une fois par semaine, ou le fait de ne pas pratiquer d'activité sportive. Pour l'alimentation, on n'a pas beaucoup de données, mais on est en attente forte de résultats qui vont pouvoir être produits à partir des données du baromètre de Santé publique France, puisque dans la dernière enquête de 2021, on dispose de données qui nous permettront de regarder au plan régional ce qui se passe en matière de comportement alimentaire de la population. Et pour le moment, ces exploitations ne sont pas menées. On espère pouvoir les mener à l'ORS dans les prochaines semaines. On a quelques données de l'enquête, encore une fois de l'enquête en classe chez les collégiens, qui sont des marqueurs plutôt positifs, mais qui sont un peu connus sur le fait que dans la région Pays de la Loire et plus globalement dans l'ouest de la France, on est sur des comportements alimentaires plutôt favorables en moyenne par rapport à ce qu'on observe au plan national. Et ça se retranscrit aussi d'une certaine manière sur les données de statut pondéral, puisqu'on voit que la région Pays de la Loire est la deuxième région la moins touchée pour ce qui est des situations d'obésité. Ce sont les données de l'enquête EPICOV qui ont regardé ça, et notamment le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique qui présentent les taux de population en situation d'obésité qui sont les plus faibles de la région. Et quelques autres indicateurs que je ne vais pas décrire ici, mais qui montrent aussi que la région, notamment chez les jeunes, la région Pays de la Loire est plutôt en situation favorable par rapport à ce qu'on observe en moyenne au plan national. Des petits éléments là qui permettent d'introduire la diapo dont je vais vous parler d'après sur la question des différences, des inégalités sociales. Mais en lien avec la ville de Nantes, on avait fait un travail pour regarder la situation des enfants obèses et en situation d'obésité. Et on voit que cette proportion d'écoliers nantais âgés de 8-9 ans en situation d'obésité est nettement plus importante dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville par rapport aux autres quartiers. Et donc je terminerai par quelques éléments sur les fragilités sociales, enfin une illustration des inégalités sociales de santé. Alors c'est un peu délicat pour moi, difficile de vous résumer en une diapo qu'est-ce qu'on peut dire sur les inégalités sociales de santé, il faudrait y passer 1 heure. J'ai fait le choix de vous présenter une illustration, on pourrait en trouver plein d'autres. Mais voilà, je vous présente celle-ci. Donc, c'est dans le cadre d'un travail qui a été mené en lien avec l'ARS, l'INSEE et puis avec quelques exploitations menées par l'ORS. On a regardé les corrélations, les liens entre un indicateur de fragilité sociale. Donc, c'est un indicateur qui a été construit par l'INSEE et en lien avec l'ARS, qui est multidimensionnel, qui approche un peu en croisant des données démographiques, de structure familiale, d'insertion professionnelle ou de conditions d'emploi, qui approche la question de la fragilité, des fragilités sociales d'un individu. Ce qu'on observe, c'est qu'à l'issue de la construction de cet indicateur, on a environ 17% des habitants du département qui vivent dans un territoire considéré comme fragile, selon cet indicateur. C'est une proportion qui est un peu plus importante qu'en moyenne au plan régional, et que donc dans d'autres départements. Mais c'est une proportion qui est quand même nettement moins importante que ce qu'on observe en moyenne au plan national, qui a un taux de 31%. Bien sûr, c'est l'objet de la carte qui est présentée en haut à droite, il y a d'importantes disparités territoriales par rapport à cette question des fragilités. Les grandes agglomérations et les territoires ruraux concentrant une bonne partie de ces fragilités. Et donc on a eu la curiosité de regarder un peu ce que ça donnait de croiser ces indicateurs de fragilité sociale avec des indicateurs d'état de santé, de prise en charge pour des maladies chroniques.
Et c'est l'objet de ce radar qui est en bas à droite, où vous avez en rouge les territoires considérés comme fragiles. Le gradient de couleur ensuite sont les territoires de moins en moins fragiles, et en bleu les territoires considérés comme les moins fragiles. Et vous avez ce gradient un petit peu classique, on va dire, quand on s'intéresse à la thématique des inégalités sociales de santé, croissant de problématiques de santé avec le niveau de fragilité sociale. Ça concerne notamment la question des maladies cardiovasculaires, du diabète, qui sont des données qui sont déjà bien décrites, bien connues, hein, mais qu'on observe là clairement au plan et qu'on objective au plan régional. On l'observe aussi pour les cancers, avec là c'est toute localisation de cancers confondue, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des cancers qui sont bien sûr très, très en lien avec des gradients sociaux, et d'autres localisations cancéreuses qui n'ont pas ce gradient social, voire même qui ont un gradient social qui est inversé. On observe aussi un gradient concernant les maladies neurologiques ou neurodégénératives. D'une manière générale, la plupart des maladies chroniques. Voilà, donc en synthèse, qu'est-ce que je pourrais vous dire en quelques minutes sur ce que nous on identifie à l'ORS. Il y aurait sans doute plein d'autres choses à creuser, mais voilà, quelques messages à garder. Clairement, les habitants du département présentent globalement une santé plus favorable qu'en moyenne au plan national, ou dans d'autres territoires de la région. Notamment, on peut relier ça avec un contexte historique ancien, d'habitudes de vie, de comportements liés à la santé qui sont plutôt plus fréquents et plus favorables dans le département et dans la région plus globalement. Quand même, à l'exception notable d'indicateurs concernant la santé mentale, avec une mortalité, notamment des problématiques de suicide qui sont importantes dans la région et dans le Maine-et-Loire. Cet avantage, on observe qu'il a tendance à se réduire au cours des dernières années, notamment des 10 dernières années et dès avant la crise Covid-19, qui en plus a pu exacerber certaines tendances. On a un ralentissement de l'amélioration de certains indicateurs qui est plus marqué au plan départemental qu'en moyenne au plan national. Donc ce sont parmi les premières courbes que je vous ai présentées au début de mon intervention, notamment en termes de mortalité prématurée, de mortalité par cancer chez les hommes. Voilà, ça a tendance à se stabiliser dans le département, alors que ça diminue encore un tout petit peu en moyenne au plan national. On a bien sûr un enjeu important, celui du vieillissement de la population, qui pèse dans le département comme ailleurs, sur les besoins de soins, avec des tendances démographiques qui participent à l'augmentation des taux de morbidité et de prise en charge de maladies chroniques par les systèmes de soins. Et donc un enjeu majeur d'adaptation du système de santé à l'évolution de ces demandes de soins dans les années à venir. Un enjeu qui est déjà présent depuis un certain nombre d'années. On a des tendances évolutives qui sont particulièrement inquiétantes quand même, et à suivre plus particulièrement, il nous semble, dans les années qui viennent. Je vous l'évoquais, donc le ralentissement de l'amélioration, voire une dégradation d'indicateurs d'état de santé sur des causes de mortalité, sur la mortalité prématurée, sur l'espérance de vie plus globalement. Et surtout pour ce qui est de la santé mentale, avec une santé mentale qui se dégrade particulièrement chez les jeunes, notamment au cours des dernières années traversées par de multiples crises. Et donc avec tout ça, on a des enjeux majeurs, bien sûr, de prévention et de promotion de la santé, qui concernent notamment dans le département la question des conduites addictives, avec des marqueurs qui sont quand même moins favorables, notamment pour ce qui est de la consommation d'alcool, et notamment chez les jeunes et chez les hommes. Un enjeu aussi autour de la participation de la population au dépistage des cancers, dans les tendances évolutives que je vous ai présentées précédemment, et puis plus globalement, bien sûr, dans la prise en compte des fragilités sociales et des disparités qu'on peut observer au sein même du département sur l'état de santé en fonction de son niveau de fragilité sociale. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres enjeux qu'on pourrait identifier. Alors je n'ai pas parlé de santé environnementale, je n'ai pas parlé de santé au travail, de santé périnatale, de santé sexuelle, d'un autre enjeu majeur qui est la question de l'accès à l'offre de soins et d'accompagnement pour toutes les populations. Ces éléments-là, je ne vous les ai pas décrits. Je pourrais vous en parler encore une heure avec d'autres travaux qu'on a menés, mais je n'ai pas le temps parce qu'il est 10h01. Et donc je vous remercie. Encore une fois, merci aux personnes qui ont souhaité que l'ORS intervienne. Je rappelle juste que donc, ce travail-là, on a mené dans le cadre d'une activité de centre ressources en observation de la santé, qui est financée par l'ARS et le Conseil régional des Pays de la Loire. Et n'hésitez pas
à réutiliser ces données-là, si possible sous réserve de la mention de l'ORS comme contributeur. Et donc si vous avez besoin de plus d'informations, j'essaierai de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas aussi à consulter notre site internet avec notamment d'autres travaux sur le Maine-et-Loire et d'autres travaux qu'on a menés sur la thématique prévention. Voilà, je vous remercie.